on a quelque chose entre les mains chez les Blue Jays qui risque, si on polit ça un peu, Alain, je pense qu'on a tout un joueur de balle entre les mains. Je pense, écoute, défensivement, je pense qu'on ne serait pas perdant s'il allait là, à la place de Bichette. Mais, tu veux tasser Bichette de là à tout coup, là. Écoute, je pense qu'il n'y a pas l'intention de signer à long terme avec les Blue Jays. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Plan de match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fiers partenaires de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huseau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet, nous sommes à la mi-mai. La saison est bien en cours. Alain Huseau en compagnie de Mark Griffin. Marc, au cours de la dernière semaine, ce qui a fait jaser, c'est le dossier du premier but des Red Sox de Boston et le refus de Raphaël Devers de finalement prendre une nouvelle position, alors que non pas un, mais deux joueurs qui évoluent au premier but sont tombés au combat. Il y a d'abord, évidemment, Tristan Casas, dont la saison est terminée. Romy Gonzalez, par la suite. Là, c'est Nick Sogard qui va partager le travail, visiblement, à court terme avec Abraham Taureau. Marc, ça a fait réagir. Avec raison. Ça confirme un peu ton observation est dans le sens, Demers n'a jamais accepté qu'on lui enlève le poste de troisième but, puis il boude encore. Oui, c'est un dossier spécial parce que ça a été mal géré, je vous dirais, des deux côtés. Je pense pas que les Red Sox ont agi de la bonne manière lorsqu'on a vendu le fait que, bon, on a signé Bregman. Mais écoute, il y avait avant Bregman, Alain, il y avait des rumeurs d'Arenado, il y avait des rumeurs d'un paquet de joueurs de troisième but. Fait qu'il fallait pas nécessairement que Devers soit surpris à ce niveau-là. Ouais. Mais bon, sauf que là, on est arrivé dans le contexte où on a dit finalement pour vendre tout ça à Devers, c'est de dire, regarde, serre ton gant, tu t'en viens un frappeur. Ça n'a pas été facile parce qu'il l'a pas accepté au départ. Là, finalement, semble-t-il qu'il l'avait accepté, puis que là, c'était mieux pour l'équipe. Bon, ainsi de suite. Je ne sais pas si c'était la meilleure manière de le faire, mais tout ça pour dire, parce que Alain, des joueurs de coin, là, que ce soit troisième but, premier but. Alors, si t'es un joueur de troisième but, prends un Vlad Guerrero qui a grandi comme joueur de troisième but. Tu as une position où tu peux aller ailleurs. C'est bien d'aller passer du troisième au premier. Bon. Et j'imagine, j'aurais souhaité, en fait, puis on n'était pas dans les rencontres, là, mais que les Red Sox auraient pu dire, écoute, ça se peut qu'on te mette à une autre position, premier but par exemple, je ne sais pas, est-ce que ça a été discuté ou non, mais là, clairement non, parce que là, lorsqu'on lui demande de dire, de passer au premier but, ben là, monsieur, il veut plus, là. Fait que, tu comprends, ça un dossier qui est mal parti, puis on dirait que là, on n'est pas capable de le régler, alors que Devers s'est dit, bon, vous voulez plus que je mette un gant en défense, ben là, demandez-moi pas de jouer au premier but. Fait que je trouve ça un petit peu plate comme attitude, mais qui a été un petit peu là, mis sur la table par les Red Sox. Tout ça pour dire que la question que tu dois te poser comme joueur, selon moi, surtout avec le contrat que j'ai en poche, là, si je m'appelle Devers, je me dis, ben, qu'est-ce que je peux faire pour aider l'équipe? Est-ce que si je joue au premier but, est-ce qu'on a une meilleure équipe sur le terrain? C'est ça la question que tu dois te poser, là. N'importe quel joueur doit te dire, moi, là, si je suis sur le terrain, là, puis tu sais, comme joueur, si tu as confiance en toi, la réponse va être souvent oui, à moins qu'on te garoche dans une position qui n'a pas d'allure, là. Mais, tu sais, je veux dire, il faut que tu sois assez en confiance pour dire, moi, là, je pense qu'on a une meilleure équipe, puis les possibilités sont meilleures de trouver peut-être un gars qui va venir frapper seulement que jouer au premier but. Fait que c'est sûr que je penche souvent du côté du joueur à ce niveau-là. Bon, pas été bien traité, c'est ça. Mais à un moment donné, il faut que tu te poses la question. Est-ce que l'équipe va être meilleure avec moi au premier but? Puis tu sais, au premier but, là, je pense encore à Vlad, mais Vlad est passé du troisième au premier but. Il est devenu un gant d'or au premier but. Je ne dis pas que Devers va devenir un gant d'or au premier, mais il peut devenir un très bon joueur de premier but aussi en se développant. Il est encore jeune, il a un contrat à long terme. Ça lui ouvrait peut-être d'autres portes, là, parce que là, il n'est pas seulement frappeur de choix. Fait que moi, je trouve qu'il y a plein d'avantages individuellement, personnellement, pour Raphaël Devers. Puis évidemment, mais là, si tu regardes le concept d'équipe,
selon moi, ben, les Red Sox auraient une meilleure équipe avec un Devers qui sera au premier but. Puis là, tu peux jongler avec tes frappeurs de choix. Tu peux. Tu sais, je veux dire, il y a des équipes qui n'en ont même pas de frappeurs de choix attitrés alors qu'on fait des rotations. Alors, c'est comme j'ai dit, un dossier qui est mal parti, puis là, j'ai l'impression que ça a créé des cicatrices qui vont être difficiles là, à effacer. Là. Écoute, Marc, je regarde ça de loin, puis son avenir financier, c'est pas ça qui est le but. Il n'a pas besoin d'être absolument un troisième but pour augmenter sa valeur. Son contrat, là, c'est jusqu'en 2033. Donc, tu sais, qu'il joue au premier, au troisième, ça n'augmentera pas sa valeur. C'est fait, c'est fait. C'est le plus gros contrat qu'il aura dans sa carrière. Il n'y en aura pas d'autres comme ça. Donc, qu'il joue au premier ou au troisième, ça n'augmentera pas grand-chose à sa valeur. Dans la mesure où il fait partie de l'équipe, on décide que tu accordes un contrat comme celui-là à Devers, c'est parce que tu considères qu'il va faire partie du noyau autour duquel tu vas bâtir ton équipe. C'est quoi le problème pour Devers? Est-ce qu'on est obligé vraiment de dire, ben écoute, c'est pas de l'enfantillage un peu, ça, Marc? Tu es rendu où il est dans sa carrière. Est-ce qu'il a vraiment besoin qu'on lui dise tout le temps? Alors que ça peut changer? Ben oui, effectivement. C'est de l'enfantillage. Par contre, je suis pas d'accord avec toi que tu dis qu'il n'y a pas besoin d'augmenter sa valeur. Tu sais, tout joueur de baseball, Alain, là, qui se respecte, là, tu sais, augmenter sa valeur, ça veut pas dire que je vais faire plus d'argent, mais augmenter ta notoriété, ta façon de jouer, ton implication avec l'équipe, c'est ça un peu augmenter sa valeur. C'est pas juste en termes de dollars. C'est ça que je voulais dire un petit peu tantôt, là. Oui. C'est vrai que son contrat, il n'y en aurait pas un meilleur. Ça, c'est clair. Mais oui, c'est de l'enfantillage, Alain. Tu l'as très bien, tu as résumé ça là, parfaitement. Là, c'est de l'enfantillage. Alors que tu as une organisation parmi une équipe des plus en vue du baseball avec un gars qui a un contrat à long terme, qui va faire beaucoup, 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 beaucoup d'argent dans sa vie. Et là, tu passes d'une position de troisième au premier but ou évidemment un bon frappeur de choix. Tu sais, c'est de l'enfantillage. C'est du niaisage pur et simple. Puis je vais te dire, moi, j'avais pris les Red Sox en début d'année pour surprendre cette année. Je trouvais que c'était une équipe qui avait sur papier, puis c'est une équipe qui ressemblait à Alex Cora, puis je me disais, c'est une équipe qui pourrait surprendre. Puis ça peut être encore le cas, remarque, là, mais j'aime pas ce que je vois. Et je parle pas, là, je parle pas nécessairement de ce que je vois sur le terrain, mais ce genre d'attitude-là, ce genre de petite chicane interne comme ça, j'aime pas ça. J'espère que ça va se régler puis que ça va permettre aux Red Sox de passer à autre chose éventuellement, mais tu peux pas avoir des conflits comme ça avec ton joueur qui est signé à long terme, puis d'avoir des petites chicanes, puis de l'enfantillage comme ça. Penser que tout ça va se régler facilement. Donc, ça me déçoit, moi, ce genre de dossier-là. Oui, mais chez les Red Sox, Marc, ça va se replacer. Moi, j'ai confiance à ce niveau-là. Je regarde le différentiel. C'est un différentiel qui justifie une fiche. On l'a dit d'ailleurs la semaine passée, Marc, les matchs serrés, on n'a pas de très bonne fiche, puis c'est une indication que les choses pourraient se replacer. Regarde, en fin de semaine, Giolito est allé de son meilleur départ depuis qu'il porte l'uniforme des Red Sox de Boston. Ça, c'est de nature à aider. Évidemment, Tanner Houck doit se replacer. Je pense que c'est un des gars sur lesquels on comptait au sein de la rotation des partants. Crochet fait exactement ce qu'on lui demande. Bello vient de revenir. Il y a des choses positives qui se passent dans l'entourage des Red Sox de Boston. Puis, si Devers veut vraiment aider son équipe, prendre garde premier but. Sinon, Marc, je ne sais pas si d'autres équipes, parce qu'on a parlé de la pénurie des joueurs de troisième but, je ne sais pas si d'autres équipes pourraient lever la main, mais regarde, j'ai peut-être un trou, mon troisième but, puis peut-être que je voudrais aller là. Les Dodgers, ils ont peut-être du change en trop, peut-être qu'ils pourraient aller de ce côté-là, mais même s'ils ont beaucoup quand même de frappeurs gauchers, peut-être qu'ils voudraient équilibrer un petit peu plus la formation avec un frappeur droitier de ce côté-là. Marc, les Blue Jays de Toronto, ils reviennent d'un voyage dans l'Ouest en enfilant 4 victoires de suite. C'était mal parti. Hoffman, qui, ma foi, a montré qu'il était humain, mais on a balayé les Mariners à Seattle. C'est une équipe qui allait très, très bien. C'est pas parfait. On joue pour 500. Le différentiel est négatif, Marc, par pas mal. Donc, va falloir augmenter notre niveau de jeu. Moi, je t'avoue, je l'ai mentionné, je suis pas certain que Bichette va se finir la saison avec l'équipe. Pour ça que s'il y a des options à l'arrêt court à l'intérieur de l'organisation qui sont proches de graduer,
sais, ça a été un bon début, mais là, c'est quoi, son MPP est à peine au-dessus de la moyenne du baseball majeur. Moi, j'ai jamais pensé que c'était un bon premier frappeur. C'est un gars qui a pas assez de buts sur balle pour justifier qu'on l'utilise premier, puis sa défense non plus. Bref, je sais pas ce que tu en penses, Marc, mais bon, grosso modo, ça va bien, puis c'est pas une mauvaise chose pour les Blue Jays d'être en position de force si on veut faire des changements. Ben, moi, je vais te dire, Alain, c'est que si tu regardes, effectivement, c'est un voyage qui avait très mal débuté, là, Ouais. mais qui a très, très bien fini. Et tu regardes les gars qui se sont démarqués. Lucas s'est démarqué, mais moi, je vais parler d'Addison Barger. Moi, ce gars-là, tu regardes, Alain, il est dans la catégorie des joueurs, lorsqu'il fait contact, là, il est dans la même catégorie que les Shohei Ohtani. Là, je parle évidemment lorsque la balle part de son bâton. Là, pas le taux de contact, mais lorsqu'il fait contact, là, ça sort pressé, mon ami. Ouais. Le gars a l'air d'un joueur de balle. Si on l'a vu, si les gens l'ont vu jouer au troisième but, là, faire ses relais au premier but, là, c'est dans la chambre Dunston de l'époque. Là. La balle, elle passe à travers l'avant-champ comme une fusée. Moi, je pense que ce gars-là, Alain, honnêtement, là, il a des airs d'un futur joueur étoile. Je vais aller jusque-là avec Barger. Il est fort, il a quand même des fibres rapides. Il a un bras canon, mais quand il frappe la balle, moi, je vous le dis, je donnerais à ce gars-là une chance de jouer. Sur une base régulière. Dans le sens que, bon, évidemment, il va y avoir des lanceurs gauchers, fait que de temps en temps, tu vas avoir un congé, mais de dire à ce gars-là, aujourd'hui, là, tu vas être notre watcher de droite régulier là, pour la plupart du temps, puis arrête de toujours penser que chaque présence compte, puis que si tu es retiré sur des prises, tu vas retourner dans le 3. Tu comprends? Des fois, il y a un peu de tout ça lorsqu'un jeune tente de faire sa place. Moi, je vois de belles choses avec ce gars-là. Vraiment de belles choses. Puis je trouve qu'il a pris de la maturité. Ça vient avec des retraits sur des prises. C'est pas parfait. Il n'y a pas encore une moyenne au bâton qui fait wow, mais le taux de contact, c'est-à-dire la qualité des contacts, tout ce qui tu l'as vu aussi, Alain, là, il a commencé à produire dans les moments opportuns. Je le sens de plus en plus à l'aise. Moi, c'est un gars, je pense que les Blue Jays ont quelque chose de pas mal plus fort qu'ils ne le pensent peut-être là, entre leurs mains. Là. Puis, c'est le genre de joueur, je pense qu'il faut vraiment lui donner une chance de se faire valoir dans le baseball majeur avant qu'on dise, ben là, à un moment donné, on s'en débarrasse parce que X, Y, Z, il y a des joueurs qui arrivent, puis là, ben, c'est ce genre de gars, selon moi, qui peut se développer de façon là, assez spectaculaire. Marc, est-ce que dans le baseball mineur, là, c'est un joueur d'arrêt-court et de troisième but? Tu le vois où entre les deux? Je viens de parler de Bichette. Est-ce que c'est un gars qu'on pourrait tasser à l'arrêt-court? Honnêtement, à l'arrêt-court, mon échantillon n'est pas encore assez élevé de voir ses habiletés, agilité ou qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Mais le fait qu'il a joué là, Alain, te dit que c'est un bon athlète en partant. Oui. Fait que c'est le genre de gars qui va pouvoir aller jouer partout, selon moi. Tu sais, ça peut être un gars qui va s'adapter. Écoute, son bras est tout à fait spectaculaire. Matt Chapman est un joueur d'arrêt-court, il est devenu un joueur de troisième but, spectaculaire. Je suis pas en train de le comparer, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des possibilités que tu le mettes ailleurs et qu'il devienne un joueur étoile, pratiquement. Là. Je veux dire, son bras est vraiment spectaculaire. Fait que, on a quelque chose entre les mains chez les Blue Jays qui risque, si on polie ça un peu, Alain, je pense qu'on a tout un joueur de balle entre les mains. Je pense, écoute, défensivement, je pense qu'on ne serait pas perdant s'il allait là, à la place de Bichette. Mais, tu peux tasser Bichette de là, à tout coup, là. Écoute, je pense qu'il n'y a pas l'intention de signer à long terme avec les Blue Jays. Il me donne pas l'impression aussi, Alain, que c'est pas... je regarde la qualité de ses présences. C'est pas un gars qui semble en mode là, de solution, parce que veut pas, juste pour lui, pour signer ailleurs, ça lui prend une bonne saison. Là. Ça prend, je veux dire, il faut qu'il joue de la bonne balle. Là. Je trouve que c'est effectivement, c'est correct, là, mais on s'attend beaucoup plus de la part de Bichette. Effectivement. Bon, dernier sujet dans ce premier bloc, Marc. Brett Boone, instructeur des frappeurs avec les Rangers du Texas. Je veux dire, ce qui m'étonne dans cette décision-là, c'est que le grand Manitou là, des Rangers du Texas, c'est Chris Young. Pas un imbécile, Chris Young. Il est allé à Princeton. Là. Pour Princeton, il ne faut pas juste que tu sois un bon lanceur.
faut que tu aies un minimum entre les deux oreilles aussi sur le plan académique. Tu comprends? Je ne parle pas d'intelligence. Il y a des gens très intelligents qui, à l'école, pour des raisons X, ça ne fonctionne pas, mais c'est un gars qui, académiquement, donc capable de comprendre des choses et les nouvelles tendances. Puis là, tu t'en vas chercher quelqu'un qui faisait des balados. Correct, là, mais toi, tu es encore impliqué dans le baseball, dans l'enseignement. Brett Boone, peut-être qu'il le faisait aussi, mais sa principale implication dans le baseball, c'est de faire un balado. Puis là, tu te retrouves dans la tendance, alors qu'aujourd'hui, c'est pas mal plus compliqué. Il y a toutes sortes de trucs sur le plan technique, mental, pour être instructeur des frappeurs. C'est ça que je trouve... Ça m'a laissé dubitatif un brin, cette embauche-là avec les Rangers. En tout cas, moi, j'adore. Parce que peut-être quelqu'un va m'appeler un jour pour être instructeur des frappeurs. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. Écoute, Aaron Boone est passé, Alain, d'être l'analyste au baseball du dimanche soir à ESPN, puis il est devenu un gérant des Yankees de New York. Ça fait un petit bout de temps. Mais ce que je veux dire par là, puis je suis d'accord dans ce que tu dis, dans le sens que ça arrive un peu du champ gauche, là, cette nouvelle-là. Mais moi, j'aime ça parce que, justement, pour toutes les raisons que tu as mentionnées, avoir une vue d'ensemble qui est différente, qui est différente. Arriver avec... Tu sais, Alain, c'est pas parce que tu faisais des balados puis que tu n'as pas nécessairement... Tu as les capacités quand même de comprendre ce qui se passe, dans le sens que même s'il y a des nouvelles tendances, puis il y a la technologie qui rentre là-dedans, puis toute la psychologie qui rentre là-dedans, d'avoir un gars que dans le passé, qui a connu du succès, qui arrive avec ce point de vue-là, parce que Alain, tu sais, parfois aller dans le moderne, constamment dans le moderne, on oublie le passé, puis le passé n'est pas juste mauvais. Le passé, il y a plein de belles choses. Le baseball, là, ça s'est joué il y a 50 ans, il y a 30 ans d'une façon un peu différente. Mais les gars avaient du succès, il y avait une manière de penser, il y avait une manière d'agir qui fonctionnait. Oui, ça s'est modernisé, mais pourquoi juste se concentrer sur le moderne alors que parfois on peut prendre ce qui se faisait un petit peu dans le passé puis mélanger tout ça ensemble? Alors, moi, j'ai pas de problème avec ça. S'il avait été le seul et unique instructeur de frappeurs, j'aurais fait comme, OK, un instant, là c'est un risque. Mais tu le sais, Alain, maintenant, ils sont 3, 4, 5, c'est une équipe pratiquement qui travaille ensemble. Là, tu amènes un autre point de vue. Et ça, il y a des joueurs, des frappeurs qui vont être attirés par ça. Parce que, tu sais, Brett Boone, il a connu du succès comme frappeur. C'était pas un gars qui a un grand physique, puis qui a réussi à développer de la puissance, puis il a fait des choses intéressantes. Fait que, moi, honnêtement, je trouve ça bien. J'ai pas de problème avec ça. Au point tel que, tu le sais, Alain, il y a de plus en plus d'organisations. Évidemment, les données vont rester, là, toutes les données, mais il y a des joueurs à qui on a dit, OK, lui, on va le laisser en paix. On va arrêter de lui fournir toute l'information. Là, ça fait trop. Tu arrives au bâton et tu as tellement d'informations qu'à un moment donné, tu ne te concentres pas sur la balle. Fait que, tout le monde est différent. Dans ta tête, c'est différent. Dans ta mécanique peut être légèrement différente. Fait que d'avoir un autre point de vue, moi, j'ai pas de problème avec ça. Oui. Ben écoute, Vlad Guerrero est un exemple. Arrivé dans l'organisation des expos et Philippe Alou a ordonné à toute l'organisation, vous ne lui touchez pas, vous le laissez tranquille. C'est autre chose. Vlad Guerrero, je suis d'accord avec ça. Et les expos aussi avaient pendant une bonne partie de leur histoire, Marc, de façon de gérer des jeunes qui arrivaient, c'est de les laisser tranquilles pendant un mois. Tommy Harper était comme ça. Moi, je l'ai connu lorsque j'étais avec les expos. Il disait, on va être en mode observation, puis après ça, pendant quelques temps, puis après ça, on va jaser. Écoute, tu sais, Larry Walker, là, c'était un peu la même affaire. On disait, on parlait pas à Walker, là, jusqu'à temps, Fait que, je veux dire, c'est ça. C'est une autre manière à l'époque. C'est très différent aujourd'hui, mais parfois, cette approche-là peut créer une synergie avec un joueur moderne. C'est pas parce que tu es un joueur d'aujourd'hui que finalement, toutes ces données-là sont intéressantes. Fait que moi, je n'haïs pas ça, Alain. Puis écoute, ironiquement, tu vas me dire, c'est peut-être pas nécessairement ça, mais ça s'est mis à frapper, hein? Je sais pas si tu as remarqué, mais là, on s'est mis à frapper un petit peu plus. Fait que, je sais pas, on verra ce que ça va donner, mais c'est ce genre de décision-là que moi, j'ai pas de problème, surtout
étant donné qu'on travaille maintenant avec quelques instructeurs de frappeurs et pas juste un seul. Oui. Ben, ce sera à suivre du côté des Rangers. Il y a de l'ouvrage à faire et compte tenu de l'âge des lanceurs, Marc, on se croise les doigts de ce côté-là parce que, écoute, il reste encore 5 mois de balle. C'est le temps de la question de la semaine présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. On revient sur le dossier de Devers. Et en fait, on tourne la question sur le point de vue de l'équipe. Est-ce que les Red Sox ont leur part de responsabilité dans le dossier de Raphaël Devers? Envoyez-nous vos commentaires sur cette question. Vous pouvez aller sur notre site internet comptecomplet.com, sur notre page Facebook également, facebook.com/comptecomplet balado. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Alain, c'est le moment de souligner notre partenaire plan de match boutique et à Boucherville maintenant et au Saguenay, c'est à Jonquière. À Boucherville, il y a également cage de frappeurs. Encore une fois, c'est le début de la saison dans le baseball amateur. Alors, si vous avez besoin d'équipements, même des magnifiques gants comme vous trouvez derrière moi, ben c'est la place. Vous pouvez aller sur leur boutique en ligne, c'est boutiqueplandematch.com. Vous pouvez retrouver des casquettes plan de match, des casquettes compte complet, plein de belles choses. Alors, on les remercie évidemment grandement de leur appui à ce balado. Et ben justement, si vous voulez en savoir plus sur notre balado, allez visiter notre site internet qui est le www.comptecomplet.com. Il y a 2 gérants qui ont été congédiés. Il y en a de moins en moins dans le baseball majeur pour des raisons qu'on a déjà évoquées. Leur part de responsabilité, évidemment, est peut-être limitée compte tenu du rôle qu'on leur confie aujourd'hui. Marc, Derek Shelton avec les Pirates de Pittsburgh et Bud Black. Et Bud Black, Marc, la veille, on lui avait donné un vote de confiance et un match de 21-0 a fait en sorte que, que le lendemain, ben salut, bonsoir. On les a remplacés par Don Kelly et Derek Schaefer, Warren Schaefer, c'est-à-dire. Marc, comme j'ai dit tantôt, c'est un échec organisationnel, là, ces deux congédiements-là. Puis, encore plus vrai pour les raisons que j'ai évoquées tantôt, Marc, compte tenu du rôle des gérants aujourd'hui. Oui, tu sais, le gérant a un certain rôle, mais tu as raison de dire que c'est un constat d'organisation, là, ce qui se passe. Autant à Pittsburgh qu'au Colorado. Là, au Colorado, c'est désastreux. Pittsburgh, je m'attendais à tellement mieux, surtout après une belle saison l'année dernière. Mais tu regardes les renforts qu'on était allés chercher, tu regardes... tu sais, je trouve ça plate. Là. On a Paul Skeens là, qui se retrouve avec les Pirates de Pittsburgh. On avait des éléments qui pouvaient nous laisser croire qu'on va peut-être jouer 500 cette année là, du côté des Pirates. Je ne dis pas de gagner à la division, mais... Puis là, on se retrouve encore à jouer. Là, écoute, Alain, c'est 14-27. On a 25 de la saison jouée. Là. Je trouve ça avec un différentiel à moins 56. Bon, tu as tout à fait raison. C'est un constat d'organisation. C'est tout le monde qui doit se regarder. Mais il fallait que quelqu'un paye le prix parce que là, tu peux pas juste dire, ben on va continuer de même. Alors, c'est comme ça. C'est la bonne vieille recette. Là. On va congédier un gérant. Au Colorado, on a aussi congédié l'entraîneur adjoint là, de Bud Black, qui était Mike Redmond à ce niveau-là, mais on les a remplacés par des gars à l'interne. On ne fait pas venir un gars de l'extérieur qui vient tout chambouler. On n'a pas fait appel à un Joe Madden, par exemple, qui aurait pu arriver et dire, ben là, on change complètement la philosophie de l'organisation. Mais peut-être que ça va prendre ça, mais tu as raison. Là, je regarde les Rockies, Alain, on ne gagnera même pas 40 matchs si on continue ainsi. Alors qu'il y avait des attentes un peu sur certains joueurs qui allaient se développer. Mais écoute, ça s'est écroulé comme un château de cartes. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Ouais. Difficile parce que, Alain, faut pas aller chercher l'excuse qu'on n'a pas les revenus de d'autres équipes parce qu'il y a trop d'organisations qui ont des revenus similaires, qui sont dans des marchés similaires, mais qui font marcher la patente pas mal mieux que ça, là. Ouais. Alors, est-ce qu'on est meilleur dans le développement? Est-ce qu'on est meilleur au niveau du repêchage? Est-ce qu'on est meilleur au niveau de qualité de dépenses vis-à-vis les revenus? Écoute, les Rockies, on a 40 matchs de jouer, on a un différentiel de moins 128. Ça n'a aucun sens. Là. Je veux dire, c'est pire que les White Sox. C'est du baseball majeur, Alain.
Oui. Tu regardes les repêchages des deux équipes. Et du côté des Rockies, c'est vraiment mauvais depuis 2010. Là. Et on a eu quelques occasions dans les 10 premiers, Marc. Je regarde John Gray, ça n'a pas été mauvais. 3e au total. Brendan Rodgers, 3e au total. Riley Pint, Marc, 4e au total en 2016. Je veux dire, c'est... 2020, Zach Veen, on l'attend encore. C'est un gars des écoles secondaires. Donc, on va l'attendre. Le dernier, Chase Dorlander, c'est le dernier gradué. C'est en 2023. Évidemment, c'est un lanceur, donc c'est très difficile à évaluer. Puis du côté des Pirates de Pittsburgh, Marc, je pense qu'il est symptomatique. Regarde Henry Davis. Ouais. Pas lui qui était le consensus d'être premier, mais parce que il y en a qui demandaient trop cher. Je pense à Jack Leiter, qui était le deuxième, qui a demandé 1,2 million de plus. C'est ce qu'il a obtenu. Pour le même prix, on aurait pu avoir Jordan Lawler. Jordan Lawler, en passant, Marc, dans le dernier classement des prospects de MLB, fait partie des 5 premiers. Il y a une saison exceptionnelle encore. Son MPP est à 900 au niveau 3A là, avec les Diamondbacks de l'Arizona. Puis il a juste 22 ans. Puis ça fait 3 ans, Marc, qu'on le considère comme un prospect. Normalement, il va graduer, on ne sait juste pas quand. Ou on va l'échanger contre quelque chose qui va aider l'équipe, mais peu importe. Le dossier de Henry Davis avec les Pirates de Pittsburgh est vraiment symptomatique, je pense, des problèmes de cette équipe-là. En plus de quelques très mauvaises transactions, là, celle de Chris Archer, Marc, a fait reculer cette équipe-là de quelques années, je pense. Ouais. Oui, non, ça c'est clair, mais écoute, Alain, là, tu as parlé de repêchage, puis c'est vrai, tout à fait. Puis c'est là que ça commence. Ouais. On a beau dire n'importe quoi, Alain, ça commence par le repêchage. Est-ce que ce sont les directeurs de recrutement qui n'ont pas fait leur travail, qui font une sélection qui n'est pas nécessairement bonne, on n'a pas une vision à long terme qui semble être fonctionner, ou est-ce que c'est la direction en haut qui dit, ben nous, on paye pas cher, puis il faut que tu repêches un gars qu'on... Tu sais, on ne sait pas trop, mais ça reste que c'est... Je veux dire, Alain, j'ai toujours pensé, là, ça joue comme t'es mené. T'es mené tout croche en haut, t'as beau être bien bon en bas, ça va être mené tout croche. Alors, et puis, on signe des gars comme Chris Bryant. Et, on ne peut pas prévoir que Bryant allait être blessé autant, mais on savait qu'il était sur le déclin. Puis là, ben, ça devient difficile. Fait que tu as l'impression que chaque décision, là, te revient en plein visage, t'explose en plein visage. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un autre ménage? Il faut amener d'autres gens avec une nouvelle philosophie. C'est pour ça, Alain, qu'il y a un paquet d'anciens Rays qui se retrouvent dans plein d'organisations, là, parce qu'on veut essayer de trouver des solutions un peu à imiter ce que les Rays font, parce qu'inévitablement, on regarde encore aujourd'hui, malgré qu'on a des défis de stade, puis les Rays, ben, ils se maintiennent pas si pire. On dit 8 victoires en 40 matchs. Fait que, ça pour dire que ce ne sont pas des organisations en ce moment qui sont dignes du baseball majeur. Dans le sens que il faut aller plus loin que ça. Là. Puis là, Paul Skeens est pris là-dedans. Il faut que ça... Puis après ça, on va dire, ben oui, mais les joueurs vedettes, ils veulent sortir de ces marchés-là. Ben oui, mais regarde ce qui se passe. Là. Montre-moi là, que tu veux réellement gagner ou tu veux réellement développer une organisation qui va permettre un esprit de gagnant. Mais là, c'est pas ça qu'on trouve dans ces deux marchés-là. Oui, écoute, les Pirates, à leur défense, on pensait avoir une rotation qui était capable de menacer les autres équipes. Regarde, Jared Jones n'est pas là. C'est un gros morceau. Il aurait été 1-2 avec Paul Skeens. C'est pas compliqué. Là. On avait Keller comme 3e. Là, on a embauché Andrew Heaney et Mojinski. Marc, on l'a vu lancer. C'est un bon potentiel. Puis d'ailleurs, en fin de semaine, il a bien lancé contre les Braves d'Atlanta. Donc, c'était 5 bras de qualité qu'on avait sur lesquels on pouvait penser. Mojinski, c'est pas le rendement qu'on a eu. Heaney a été très bon. D'ailleurs, Marc, ces 5 bras-là, c'est pour ça qu'on a échangé Luis Ortiz. Spencer Horwitz, sur qui on comptait, a été blessé également. Brian Hayes n'a pas donné le rendement attendu. Brian Reynolds, pas un très bon début de saison. Tu te retrouves avec pas grand-chose à l'attaque. Ben, c'est ça. C'est l'attaque qui ne produit pas, Alain. Oui, c'est ça. On a marqué... C'est tout. Écoute, puis, Alain, on a marqué 127 points seulement. Tu sais, tu regardes le différentiel puis tu te dis, bon, mais je veux dire, c'est pire que les Rockies là, dans le terme de points marqués. Là. Ce sont les deux pires équipes du baseball majeur. À 127, on est de loin la pire équipe du baseball majeur. C'est sûr, si tu ne marques pas de points, tu ne gagneras pas de match. Oui, puis question de malchance, chez les Rockies, plusieurs pensaient que Charlie Condon serait régulier dès cette année. Premier choix des Rockies, 3e au total l'année passée.
Dans le A-Fort, ça a été extrêmement difficile pour Condon l'année passée. Il n'a pas encore joué cette année. Il se remet d'une fracture à un poignet. Regarde, je sais, quand la game s'acharne, ouais. Puis du côté du Colorado, le défi est multiple parce que tu es dans un environnement qui est complètement différent de partout ailleurs dans le baseball majeur. Puis je ne sais pas, Marc, si on a fait des études, je pense qu'il aurait dû être fait il y a très longtemps à savoir c'est quoi qui va faire qu'on va gagner. Est-ce que c'est une meilleure défense? Moi, je pense effectivement que ça nous prend 3 lapins qui sont capables de mettre la balle en jeu au champ extérieur parce que c'est tellement vaste. Tu sais, en raison de la balle, oui, elle voyage plus. Je pense que c'est ça, mais est-ce qu'on a vraiment établi le genre de joueur dont on a besoin, le profil de joueur, le profil de lanceur qu'on veut? Je ne sais pas, Marc. Ça nous semble un peu improvisé ce qui se passe au Colorado. Oui, non, mais tu as raison. Tu as raison. J'espère, Alain, j'espère qu'on a fait l'espèce d'étude que tu as fait mention. Mais tu sais, on a eu des bonnes équipes. Mais lorsqu'on avait des bonnes équipes, tout le monde frappait des circuits. On s'est dit, on va profiter de ça. Bon, je ne sais pas si c'était la meilleure décision, mais moi, c'est surtout au niveau des lanceurs. Et on nous dit qu'il y a moins de mordants sur les balles à effet. Ben, on peut-tu aller chercher des lanceurs qui lancent de la vélo, là? On peut avoir 5 partants qui lancent 80. Aujourd'hui, là, ça peut, là. Mais effectivement, ça a l'air être un jeu de cartes tout mélangé, puis on n'est pas capable de rassembler tout ça ensemble. Oui. En tout cas, regarde, ça en fait 2. Et comme je disais, il y en a de moins en moins qui sont congédiés en cours de saison. Là. En voilà 2 dont le dossier est nettement en deçà des attentes. C'est le temps de la carte de baseball de la semaine. C'est une présentation de cartes près d'uniondépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100%. Marc, au cours de la dernière semaine, on a appris le décès de Chet Lemon. Moi, je me rappelle très bien de lui. Chet Lemon, qui avait 70 ans, avait des problèmes de santé depuis plusieurs années. Et on a retenu la carte 1984, la carte numéro 86 de O-Pee-Chee. Pourquoi 84? C'est l'année des Tigers de Détroit. On a beaucoup parlé, Marc, du milieu de l'avant-champ des Tigers de cette époque-là. Tu sais, le succès engendre de succès. Puis à partir de ça, plusieurs équipes se sont mis à avoir des milieux d'avant-champ plus offensifs. Pourquoi? Lou Whitaker et Alan Trammell. Mais il ne faut pas oublier les 2 autres membres de ce centre-là, Marc. Lance Parrish, qui avait un profil qui ressemblait beaucoup à Gary Carter, et Chet Lemon qui était au champ centre, Marc. Et Chet Lemon, c'est probablement un des joueurs les plus mésestimés comme champ centre dans l'histoire du baseball. Puis je regardais sa cote défensive, Marc. C'est un des meilleurs voltigeurs de centre des 50 dernières années dans le baseball majeur. Je regardais, là, tu sais, je sais qu'on n'a pas des statistiques aussi précises qu'on les a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les zone ratings. On ne les avait pas. Mais en statistique, Marc, c'est possible de faire l'extrapolation avec les données qu'on a. Il n'y a aucun doute, Chet Lemon fait partie vraiment de l'élite chez les voltigeurs de centre des années 80. C'est un gars qui a commencé avec les White Sox de Chicago, échangé pour Steve Kemp. Écoute, c'est un échange 1 pour 1. C'est 2 joueurs réguliers, sauf que Kemp, après l'échange, Marc s'est blessé. Puis 2 ans plus tard, sa carrière était terminée. Tandis que Chet Lemon a continué une très, très longue carrière. C'est le genre de joueur très effacé dont on se souvient peu parce qu'il est entouré de vedettes. Tu comprends, il y en a d'autres qui prenaient de la place. Avec les Tigers, je n'ai même pas parlé de Kirk Gibson encore, de Jack Morris. Et cette année-là, c'est Willie Hernandez qui avait eu une saison absolument extraordinaire en relève, qui a été le joueur de l'année chez les Tigers. Bref, il a fait partie de cette superbe équipe de 1984. Et dernière note sur les cartes, cet ensemble comporte 396 cartes. C'est l'ensemble O-Pee-Chee. Puis, il aurait pu se rendre à 400. Non, c'est que c'était des ensembles sur de grands cartons. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'en ai déjà eu un ensemble comme ça, Marc. J'aurais aimé ça le garder. Je ne sais pas combien ça vaudrait aujourd'hui. Et moi, ben jeune comme j'étais, j'ai mis le ciseau là-dedans pour les faire de façon individuelle. Donc, tu comprends qu'avec des ensembles comme ça, il y en avait 132. Donc, 3 fois 132, ça fait 396. Écoute, mais moi, juste un petit commentaire là-dessus, là, Alain, avant qu'on passe à autre chose. Mais moi, ce que j'ai remarqué, en regardant sa carte, c'est que je vais à l'endos de la carte pour voir les statistiques.
Tu parlais d'un voltigeur de centre, un gars qui était rapide, un gars qui... Ouais. Bon, on n'indique pas du tout la moyenne de présence sur les buts, là. On parle de moyenne de beau bâton, moyenne de puissance, mais oups! Alors, c'est une époque où on ne mettait pas tant d'importance que ça la moyenne de présence sur les buts. Ça m'a frappé en retournant la carte puis voir qu'il n'y avait pas cette statistique-là, alors que c'est pour lui probablement une statistique très importante dans le jeu, dans son jeu. Oui, puis je veux juste te dire, juste terminer avec l'année 84 des Tigers, là, ils avaient complètement dominé. Là, ils avaient commencé 35-5, puis ils n'ont jamais regardé derrière par la suite. Alan Trammell avait terminé premier pour le War au sein de l'équipe. Lemon, deuxième. Je pense que c'est une indication de ce qu'il valait au sein de cette équipe-là comme voltigeur de centre, très mésestimé. C'est temps de notre section au cercle d'attente où on vous encourage à la lecture avec les livres de Bob Macduff. Des livres que vous pouvez voir, vous pouvez les consulter, www.baseballbob.ca. C'est destiné aux enfants, aux jeunes, avec des histoires qui sont reliées au baseball. Et donc, à la fois, vous pouvez combiner la lecture au baseball, ce qui va vous amener probablement ailleurs également. Faites tout simplement usage de votre imagination. La lecture, c'est exactement pour ça. Marc, notre portrait de la semaine. Spencer Torkelson, premier choix au repêchage des Tigers de Détroit, premier au total. C'était en 2020. Marc, avant que la saison commence, il était déjà du consensus. Je mets un petit bémol. Avant la saison 2020 de la NCAA, il était au premier rang. C'est pas une garantie qu'il aurait été premier à la fin de la saison de la NCAA. Ça peut changer. Mais c'est la saison de la COVID, donc le classement n'a pas vraiment changé. Mais sauf qu'au cours des 2 années précédentes, il avait été demi-finaliste pour le joueur de l'année au niveau de la NCAA. Et Marc, à son année recrue, il a frappé 25 coups de circuit. C'est un record de Arizona State. C'est là où il était. Un record qui appartenait jusque-là à Barry Bonds. Ouais. Il a démoli le record de Barry Bonds qui était de 11 pour une recrue. Ça donne une idée de la puissance de Spencer Torkelson, Marc. Et Marc, on n'était même pas certain qu'il était pour être avec les Tigers quand la saison a commencé. Il faut comment ça peut changer rapidement. Hein? Ouais. Et pour avoir été à Arizona State à quelques reprises au cours des dernières années, oui, Barry Bonds a fait, a été là, tu comprendras que ça faisait jaser, mais le nom de Spencer Torkelson fait écarquer les yeux, je dirais presque davantage, là, parce que ça s'est fait, récemment, là. Il y avait eu des débuts spectaculaires aussi avec les Tigers. Mais là, comme tout joueur, la gang de la deuxième année, puis là, oups, écoute, c'est vrai, là, on est retourné dans les ligues mineures l'année passée. Mais chapeau, Alain, je veux dire, moi, on me disait tout le temps à l'époque, le plus dur, c'est pas de se retrouver en haut, c'est d'y rester. Mm-hmm. Et là, l'ajustement, parce qu'en haut, là, tout le monde s'ajuste, tout le monde s'adapte, tout le monde trouve les défauts chacun, puis on essaie d'en abuser de ces défauts-là ou des problèmes que ces joueurs-là ont, puis tu as l'impression que Torkelson, à un moment donné, là, il était tout mélangé. Il était plus capable de frapper, des retraits sur des prises. Là, il était devenu un frappeur de contact juste pour ne pas être retiré sur des prises. Ouais. Alors que là, tu as l'impression qu'il a fait le vide. On a parlé tantôt d'instructeur de frappeurs, autant au niveau mental que technique. Et je pense que ce gars-là a été en mesure de retrouver sa confiance parce que lorsqu'il était en beau camp d'entraînement cette année, Alain, il était un joueur transformé. Ouais. Et pas juste dans ses résultats, là. La façon dont il se comportait, il est arrivé. Alors, il y a vraiment eu de l'aide, de toute évidence, mais une nouvelle approche, une nouvelle attitude qui fait que tout le monde a remarqué, ses coéquipiers ont remarqué, et ça s'est transposé sur le terrain. Puis là, on se retrouve dans une situation où les Tigers vont bien, sont en première place, puis Torkelson à sa place. Oui, le 10 coups de circuit, c'est le même nombre que l'année passée, c'est le meneur chez les Tigers. 33 points produits, il est à 4 de son total de l'année passée. MPP marque 8,74. Et en vérifiant un petit peu, je peux te confirmer que c'est coup sûr, c'est pas juste dans des matchs de 9-1, c'est de bonheur pour avoir aidé son équipe dans les moments importants. Donc, cette année, il a repris sa place. Il y a des blessures qui ont fait en sorte que le premier but s'est ouvert à un moment donné. Colt Keith, on l'a ramené au deuxième but. On a poussé Javier Baez au champ centre. Bref, pour les Tigers, là, écoute, tu sais, parfois on parle de malchance sur le côté des blessures. Ça a été une opportunité pour quelques joueurs chez les Tigers de Détroit
pas pour rien qu'on est premier, là. Les dés sont tombés à la bonne place. Mais ce que je peux retenir de cette situation-là avec Torkelson, là, rapidement, là, c'est que une organisation investit beaucoup. Tu as parlé d'un choix de première ronde, tu as parlé de des ligues mineures, puis le développement, puis on a parlé des Rockies tantôt, puis des Pirates. Pardon, ce que je veux dire, c'est que Torkelson a eu de l'aide, puis je suis convaincu que les Tigers étaient derrière ça. Puis évidemment, A.J. Hinch, qui est maintenant à la barre de l'équipe. On est allé là, puis on s'est dit dans l'organisation comment on peut l'aider davantage. Puis c'est là que ça devient important. C'est là que des fois, je me questionne sur certaines organisations. Là, j'en vise pas particulièrement, mais on sait qu'il y a 30 organisations, on agit de 30 façons différentes, là, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as un bon joueur entre les mains, de toute évidence, Alain, il y a un gars-là avec des qualités. Là. Tu viens de parler de ses statistiques au niveau collégial et tout ça. Là. Comment on peut faire pour ramener ce gars-là à bon port? Puis, je pense c'est un travail d'équipe. Puis là, on voit l'importance qu'un joueur peut faire dans une équipe. Puis je serais prêt puis là, je dis ça là, sans vraiment savoir, mais je suis pas mal convaincu que les Tigers ont fait la même chose avec Javi Baez. Puis regarde la saison de Javi Baez. Alors, il y a quelque chose que les Tigers sont en train de faire avec leurs joueurs pour les amener à leur niveau de jeu à quoi on s'attendait. Oui. Marc, il y a des transactions parfois, faut que tu attendes. Tu sais, la fameuse transaction là, contre le joueur des ligues mineures, là. Et rappelle-toi l'arrivée de Randy Arozarena avec les Rays de Tampa. Il arrivait des Cards de Saint-Louis. D'ailleurs, les Cards se sont remis en question, pas juste par cette transaction-là, mais quelques joueurs qui avaient quitté peut-être un peu tôt, avant qu'il arrive à leur apogée. Et moi, je me rappelle ma réaction, Marc, c'était contre Matthew Liberatore, lanceur gaucher. C'est un bon prospect. Et mon commentaire, ça avait dit, Liberatore, il a besoin d'être bon. Mais il est bon, là. Écoute, il a une très bonne saison avec les Cards de Saint-Louis. Il a seulement 25 ans, Liberatore. Puis, écoute, Arozarena est arrivé il y a 5 ans. Donc, il est en train de remplir son potentiel. Je ne dis pas qu'Arozarena est mauvais, pas du tout. Je pense qu'il produit avec les Diamondbacks, d'ailleurs. Mais si tu demandes aujourd'hui, les deux équipes, sont contents avec les joueurs qu'ils ont, même si Arozarena a quitté quand même les Rays. Mais finalement, Liberatore est en train de donner aux Cards raison dans cette transaction-là. T'sais, on n'a pas tout perdu finalement. La patience est peut-être de mise quand on évalue une transaction comme celle-là. Oui, puis j'ai l'impression que les Cards, juste pour revenir aux Cards, n'ont pas été... Moi, je pense que cette transaction-là, compte tenu des succès rapides d'Arozarena, c'est un peu là que ça a commencé. On se questionnait un peu déjà là, sur certains joueurs dont tu faisais mention, là, qui ont quitté les Cards puis soudainement avaient du succès ailleurs. Mais je pense qu'Arozarena, c'est un petit peu la goutte qui a fait déborder le vase. Puis les Cards se sont... on a commencé à avoir des petits ennuis à se re-questionner. Mais tout ça pour dire qu'Arozarena, qui est rendu avec les Mariners, continue quand même d'avoir une bonne saison. Mais oui, tu as raison, Alain. Je veux dire, tu échanges un gars, un joueur de baseball qui a 20 ans, là, je veux dire, c'est tellement jeune, là. Souvent, les gens vont comparer ça au hockey. Ouais, mais au hockey, il arrive à 20 ans. Il n'y en a pas beaucoup au baseball qui arrivent à 20 ans. Des Bryce Harper de ce monde, ce sont des exceptionnels. Là, ça s'est rajeuni beaucoup. Et c'est pas surprenant qu'un gars se retrouve, un sport à développement tardif, qui se retrouve à 25 ans, que c'est là que tout clique, là. Alors oui, tu as raison qu'il faut être patient. Il y a un paquet de transactions, des fois, qui nous font écarquer les yeux. Puis parce que c'est sûr que quand tu échanges des gars de ligue mineure, c'est comme un dépisteur. Là. Tu prévois qu'il va être bon, mais tu le sais pas vraiment. Tu espères qu'il se développe. Mais effectivement, moi, ce que j'ai vu de Liberatore est quand même assez... je pense que là, les Cards ont quelque chose de très, très bien entre les mains. Puis effectivement, je pense que la patience est de mise dans ce cas-ci. Ça va peut-être permettre aux Cards, qui jouent d'ailleurs beaucoup mieux, qui ont une série de 8 victoires actuellement, qui vont permettre aux Cards de se dire, finalement, peut-être qu'on n'est pas si pire que ça là, dans notre évaluation de faire des transactions, alors qu'on s'est probablement questionné depuis quelques années à ce niveau-là. Je vais te poser une question directe, Marc, puis je regardais, puis j'ai pas la réponse. Mais compte tenu des succès d'Arozarena, est-ce que les Cards se sont pas vus
précipités dans leur façon d'utiliser Liberator. Il a connu une bonne saison au niveau 3A en 2021. Mais il est encore très jeune. Est-ce qu'on n'a pas voulu provoquer son arrivée un peu trop tôt dans le baseball majeur? En disant, ben lui, là, il y a de la pression là, à Rosarena. Puis en plus, il est en série mondiale. Il est en train de montrer à tout le monde qu'il est, non seulement qu'il est bon, qu'il a du charisme, puis il aime ça jouer quand il y a des réflecteurs. Puis là, ben, c'est Liberator qui a 20, 21 ans, qui connaît un certain succès au niveau 3A. Je veux dire, ça se parle, ça. Puis, oui, ben. Écoute, Alain, oui, puis tu as raison. Puis je pense que c'est une époque, justement, où les Cards, on en a parlé, qui se sont questionnés sur, mon Dieu, combien de joueurs. On a l'impression qu'à chaque match qu'on faisait à la télévision, il y avait un ancien des Cards qui était un joueur vedette. Je veux dire. Puis ça a peut-être. Moi, en fait, pour répondre à ta question, c'est que oui, moi, je pense qu'on s'est dit, hey, un instant, on a quand même eu quelque chose en retour, nous autres aussi, puis on va le montrer. Alors que c'est émotif, le sport. Je veux dire, qu'on soit le directeur général ou qu'on soit un joueur, il y a de l'émotion là-dedans, puis on veut prouver tout le temps, puis on est embarqué dans ce jeu-là. Je pense qu'on a appris de ces choses-là, puis que là, les Cards vont revenir dans un mode où ça a été une organisation pendant, ma foi, 25 ans, où, je veux dire, on gérait ça de façon impeccable. Là. Et là, ben, ça a créé. Alors, de voir Liberator jouer de cette façon-là, non seulement c'est un grand soulagement, mais ça peut redonner confiance aussi à un personnel ou une direction baseball d'une organisation comme celle des Cards. Marc, tu dis souvent que, les frappeurs et les lanceurs disposent de moyens pour s'améliorer de toutes sortes de façons. Puis là, il y a un nouveau tir là, qui vient d'arriver. Je vais te laisser tenter de démystifier un peu le premier répertorié. C'est Hayden Birdsong des Giants de San Francisco qui est arrivé avec ce lancer-là. Développé en laboratoire, Marc, c'est pas compliqué, c'est un peu ça. Puis, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui, par hasard, en jouant avec ses doigts, avec ses mains, qui n'a pas lancé ce lancer-là. Je veux juste être précis là-dessus. Quand je dis répertorié, documenté, Hayden Birdsong, c'est le premier nom. Mais c'est comme je le mentionne, c'est pas dit que ce lancer-là n'a pas été utilisé avant. Bref, je te laisse tenter là, de nous démystifier et vulgariser un peu cette nouvelle découverte. Là. Bon, avant d'aller, de dire ça, hein, il faut dire que les lanceurs ont toujours un avantage. Parce que les frappeurs, bon, là, te rappelles-toi le bâton torpille là, qui a fait si fureur en début d'année. Ben oui. On disait, bon, enfin, les frappeurs ont trouvé quelque chose qui peut les aider parce qu'à la fin de la journée, c'est le frappeur, il doit frapper une balle qui bouge. Puis, donc, les lanceurs, si je prends une balle de baseball, ben il y a toutes sortes de façons de prendre la balle. Si on va même un simple changement de vitesse, qui est ce qu'on appelle le circle change, là, si je peux la prendre ainsi, de cette façon-là, même les doigts sont un petit peu... Je peux la prendre de cette façon-là, mais il y a une multitude de façons de la tenir. Ça dépend de tes doigts, ça dépend de comment la balle est, entre guillemets, étouffée dans tout ça. Bon, là, on appelle ça la kick change. On va se trouver une traduction éventuellement à ça. Mais parce que souvent, une balle, souvent, un changement de vitesse, c'était bon, évidemment, on veut désynchroniser. Il y avait un mouvement un petit peu plus vers le bas. Où, en fait, la balle s'éloignait un petit peu du frappeur. Puis là, ben, cette balle, ce changement de vitesse-là a plus l'air d'une balle fronde, si vous voulez. Mais avec une action de bras qui est identique à une balle rapide. Parfois, la balle fronde, on peut voir une différence de la façon dont le lanceur la lance, mais tout est dans l'action de bras. Si l'action de bras est identique sur ta balle rapide, sur ton changement de vitesse, c'est sûr que tu vas connaître du succès. Mais il va y avoir des différences inévitablement lorsque tu lances une courbe, par exemple, ou tu lances une balle fronde. Et là, ben, tu l'as dit, on est dans les laboratoires, puis on fait des tests sur des rotations, puis des manières de faire. Donc là, c'est une autre manière de, non seulement on désynchronise le frappeur parce qu'on enlève une dizaine de milles à l'heure sur le lancer dans une même action de bras, mais la balle, elle va pas droite, là. La balle bouge comme si c'était une balle fronde à ce niveau-là. Alors, tu as des mouvements qui sont verticaux, des mouvements qui sont plus horizontaux, et là, ben, c'est une autre arme. Tout ça pour dire que c'est une autre arme pour les lanceurs. Est-ce que ça veut dire que tout le monde peut la maîtriser? Absolument pas. Moi, j'ai essayé moi-même de mettre mes doigts sur la balle de cette façon. Je suis même pas capable. Je suis pas lanceur,
Mais je pense que j'ai capable de prendre des prises de balles. Puis là, écoute, c'était très inconfortable. Alors, je ne m'imagine même pas lancer une balle de cette façon-là, mais c'est un art. C'est un art. Puis c'est pour ça, Alain, qu'il n'y a pas deux lanceurs qui lancent la même balle fronde ou la même balle courbe ou même à la limite la même balle glissante. On a tous une manière de faire. T'sais, on a fait le match des Phillies avec Zach Wheeler. On a vu qu'il a changé son angle de bras au fil des dernières années. Là, soudainement, la balle bouge de façon différente. Ben, non seulement il ne blesse plus, mais en plus, la balle bouge davantage. Donc, mais c'est propre à lui. Si tu demandes à un autre gars de faire la même chose, ça se peut que ça ne marche pas. Je trouve ça fantastique. On découvre des lancers. La seule affaire, c'est que j'espère qu'on ne donnera pas un autre nom, là, parce que là, dans les glissantes, on est rendu avec 20 sortes de noms, 20 sortes de glissantes différentes, puis on leur donne un nom à chaque fois. Là, mais tout ça pour dire que il y a des lanceurs. Clay Holmes, par exemple, qui connaît beaucoup de succès avec les Mets maintenant, utilise cette espèce de kick, de kick change là, pour employer l'expression qu'on utilisait jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour les frappeurs. C'est pas une bonne nouvelle pour les frappeurs parce que ça va être encore une fois, les balles qui bougent encore plus avec des directions différentes. Moi, je vais dire, être frappeur dans le baseball moderne, majeur aujourd'hui, on peut comprendre, Alain, qu'il y a de moins en moins de gars qui frappent 300. Puis c'est pas juste par le fait qu'on veut frapper juste des coups de circuit. Là. C'est par le fait que les lanceurs sont tellement rendus à un niveau de jeu qui est très, très, très élevé. Alors, pour ça que si tu te rends sur les buts via une erreur, via un but sur balle, même si t'es frappeur atteint, vas-y, puis sois content que tu sois sur les sentiers parce que c'est le défi est de plus en plus important. Et ce qui m'amène à dire simplement que, là, je change rapidement de sujet, mais dire qu'Aaron Judge, présentement, avec la saison qu'il connaît, là, c'est phénoménal parce que lui, il reçoit ces panoplies de lancers-là, puis il n'a même pas l'air intimidé par ça. Je lui donne le crédit, Marc. Il y a probablement une connaissance de ce qui s'en vient supérieur à la grande majorité des frappeurs dans le baseball majeur. Ça, c'était la force de Barry Bonds, entre autres. Tu comprends? Donc, et en passant, ce lundi matin, le MPP global dans le baseball majeur est à 708. Je vais dire ça comme ça. Donc, écoute, tu as déjà été à 750. 750, je pense que c'était trop. La moyenne au bâton, 2,43, Marc. Donc, c'est un petit peu plus élevé que ça l'a été il y a 2 ans. Les défenses, la réglementation des défenses adaptées n'a absolument rien changé là, sur ce genre de choses. J'aimerais ça qu'on élimine ce règlement-là, mais ça, écoute, c'est mon opinion. Maintenant, c'est l'horaire des matchs de la semaine qu'on vous présente à RDS. C'est une présentation de Lester, maître du smoked meat et des hot dogs depuis 1931. On vous invite à faire appel à ce spécialiste pour un match, une réunion en famille, un barbecue à l'extérieur. Lester est toujours au rendez-vous, disponible chez votre épicier préféré. Il y a 2 matchs, il n'y a pas de match mercredi. Ce lundi, on vous a parlé de Matthew Liberatore. Tantôt, c'est lui qui va lancer ce lundi contre une bonne attaque, celle des Phillies de Philadelphie. Les Phillies qui vont affronter une équipe en pleine confiance qui vient de remporter 8 matchs de suite. Cards, Phillies, 18h30, c'est à RDS 2. Et dimanche, je pense que les amateurs de baseball disent qu'ils ne voudront pas manquer ce duel. Les Mets contre les Yankees à New York. C'est le retour de Juan Soto au Yankee Stadium. Un match présenté à 19h à RDS 2. Voilà ce qui complète ce balado. Merci de nous regarder ou de nous écouter. Alain Usereau et Mark Griffin. Merci à notre technicien, notre maître enveloppeur de ce balado, Martin Villeneuve. Nous vous souhaitons une bonne semaine de baseball. À très bientôt. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.